Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine. Réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Marc Padeux, peintre, de Safa Erouas, plasticienne, et du dramaturge Akimba. Partons au Cameroun pour faire la connaissance du peintre Marc Padeux. Je m'appelle Marc Padeux. Je suis artiste plasticien, diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala en Konsamba. J'avais l'habitude de dessiner à la fin de chacun de mes cahiers parce qu'il y avait des pages blanches. Quand j'arrivais à l'école, les camarades étaient toujours impressionnés. Moi je n'avais pas fait quelque chose d'impressionnant pour moi. Donc ils étaient toujours impressionnés. Ils me disaient que j'avais un truc et que il fallait que je continue à faire ce que je fais et que c'était intéressant. À l'Institut des Beaux-Arts, les enseignements sont axés sur l'étude des grands maîtres. Donc, les différentes périodes, l'histoire de l'art, la Renaissance, les reproductions en atelier, c'est ce qu'on faisait. Le travail des ombres et des lumières, les découvertes des œuvres de ces grands maîtres-là, la Chapelle Sixtine et plein d'autres œuvres qui font en sorte que le jeune artiste qui voit ça a envie de faire aussi bien et peut-être même essayer de voir s'il peut se surpasser et faire tout aussi intéressant que ça. En Konsamba, où j'étudiais, j'ai été approché par l'évêque et quelques prêtres qui voulaient que je fasse des fresques dans la grande cathédrale et dans d'autres églises de la ville. Donc c'est là où vraiment le parcours et tout ce qui va arriver après a commencé. Et un jour, j'ai demandé au père évêque, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, mon père, pourquoi est-ce que je ne peux pas apporter ma touche à ces œuvres que je représente? Il m'a dit non, tu ne peux pas le faire pour le moment. Contente-toi de reproduire les images qu'on te donne. Et bon. Et puis quand je suis rentré dans mon atelier, j'avais envie de faire quelque chose par moi-même. J'ai décidé de prendre dans mon passé, dans mon histoire, moi, l'histoire de ma famille et puis toutes ces influences que j'ai eues à l'école des Beaux-Arts et j'ai décidé d'en faire quelque chose. Le plus dur, c'est penser une œuvre. C'est la structurer comme ça en termes de composition, en termes d'idées. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Après, le travail en atelier, c'est presque automatique. Les couleurs, elles viennent tout naturellement. Donc, les images ou les peintures que nous, on réalise, nous, artistes, on réalise, ces peintures peuvent être présentées dans des endroits prestigieux plus tard. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce travail sur des personnes qui ne sont pas souvent vues. Quand j'étais en Konsamba, j'ai été dans des maisons où j'ai retrouvé des familles où il y avait des photos des parents qui avaient travaillé dans des plantations. Donc là, c'est le papa qui a été cultivateur. Et puis, quand je suis allé dans cette famille, j'ai retrouvé sa photo. Et puis, pour moi, j'ai demandé à la maman si elle pouvait poser avec cette photo-là pour marquer le rapport à la descendance. Et aujourd'hui, leurs descendants sont toujours des travailleurs qui cultivent des produits comme la banane, le cacao, le café. Souvent, ceux qui consomment ces produits en Europe ne savent pas qui a cultivé ou bien qui a produit ce produit que je consomme. Donc moi, j'avais envie de représenter ces personnes-là. C'est vrai que lorsque je travaille avec des familles qui posent pour moi, ça se fait presque naturellement. Souvent, je mime une posture que j'aimerais bien qu'ils reproduisent, mais après, je me rends compte qu'ils le font mieux que moi. Donc, pour moi, peindre, c'est plutôt, je ne dirais pas facile, mais c'est plutôt très simple pour moi. Donc, pendant que je suis en train de peindre, c'est quelque chose d'automatique. J'ai le temps pour penser à autre chose. Je peux être en train de travailler sur une pièce et je pense déjà à une autre pièce. Alors,
le côté hip-hop, je l'ai parce que à l'époque du lycée, je flirtais avec la musique, le hip-hop et avec des copains, on avait monté un groupe de rap et on avait enregistré quelques trucs. Bon, on n'a pas percé dans le rap. Donc je pense que c'est cette attitude qu'on peut souvent voir chez mes personnages, ça vient de là. Après le côté pop, c'est les maillots de football, des clubs comme Arsenal ou bien des éléments qui sont liés à une origine occidentale. Ça dénote de la mondialisation. Le visuel, ce rendu esthétique, c'est tout aussi important que l'idée ou bien que le sujet que je traite. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. C'est comme dans la publicité, on fait des choses flashy, des choses très colorées. C'est une façon de convier les gens à se rapprocher bien plus de mon travail. C'est une façon d'attirer le maximum de personnes à voir mon travail. Il faut que ce soit le plus grand possible pour être vu. C'est une œuvre du Caravage qui représente Saint Thomas regardant les plaies du Christ. Il fallait que je fasse une citation de cette œuvre, que je m'approprie cette œuvre. Parce que avoir un corps différent ou un corps d'une autre couleur, ça peut être intriguant. Et puis, il y a ce personnage qui se penche pour essayer de voir si le corps il est vraiment bleu. Ce personnage, il est curieux de savoir est-ce que ce bleu, est-ce que s'il le touche du doigt comme ça, est-ce qu'il va... Alors c'est une façon d'interroger. Lorsque je fais des peintures où je représente un Christ noir par exemple, quand je fais ce travail, déjà c'est pour m'adresser même aux Africains. Comment est-ce qu'eux ils se situent, justement, qu'est-ce qu'ils pensent si le Christ est représenté en noir, est-ce qu'ils vont le craindre? Pour moi, il est important que je fasse ces mises en scène. Pourquoi? Parce que ces peintures que je m'approprie pour faire mes propres œuvres sont des peintures qui sont déjà très connues. Une peinture qui fait ce clin d'œil, forcément, elle va intriguer et puis elle va faire en sorte que les gens se posent des questions. Et pour moi, c'est important de faire le travail comme ça, sous forme de citation, sous forme de variation ou bien de réappropriation. J'ai une anecdote que je voulais raconter. Quand je faisais des fresques dans les églises, je travaillais les jours où il n'y avait pas de célébration dans l'église. J'étais encore sur l'échafaudage et j'ai vu ces femmes toutes se prosterner devant ma peinture. Après, ça m'a gêné, j'étais très mal à l'aise. Mais plus tard, lorsque j'ai repensé à ça, ça m'a fait comprendre à quel point un artiste était quelqu'un d'important. À quel point un artiste pouvait être quelqu'un de puissant. Je ne dirais pas que j'ai bien envie de marquer l'histoire de l'art, mais j'ai bien envie que dans 10 ans, dans 50 ans, on continue de parler de moi et qu'on dise que c'était Marc Padeux qui était... justement. Safa Erouas est artiste plasticienne. Allons la découvrir au Maroc. Je suis Safa Erouas, artiste plasticienne et j'habite à Tétouan dans le nord du Maroc. On est en ce moment dans mon atelier. C'est un lieu de travail, uniquement un lieu de travail, mais
C'est un lieu de réflexion, vraiment une grande partie de moi qui est dans cet atelier. Le blanc est assez présent partout. Et j'ai fait en fait un peu exprès aussi, parce que c'est une image, c'est un espace dans lequel je passe le plus de temps et qui reflète tout à fait mon travail, mon œuvre et les caractéristiques en fait. Et mon histoire avec le blanc, oui, c'est vrai qu'elle remonte à mes années d'études aux Beaux-Arts. Et curieusement, ça a commencé avec le noir. Quand j'étais en première année, tout ça, j'étais obligée de répondre aux exercices qu'on me demandait, de peinture et tout ça. Donc j'utilisais la couleur forcément, mais dès que j'avais la possibilité de faire quelque chose de plus personnel, j'allais vers la non-couleur, mais au noir. Et petit à petit, il y a eu j'avais en fait l'envie d'aller vers les transparences, de ramener plus de lumière. Et de la première année jusqu'au 4e année, je suis passée du noir au blanc. Il peut y avoir vraiment des oxymores dans le blanc, un blanc noir, un blanc rouge, un blanc transparent. Tant que ça répond vraiment à ce que j'ai envie d'exprimer, de montrer et de communiquer à travers mon œuvre, donc je continue avec le blanc. Cette substance, en fait, cette non-couleur qui me permet de m'exprimer en tant qu'artiste, en fait, et non seulement comme un support. Je le dis assez souvent, c'est pas un support seulement du travail, c'est une matière en elle-même, c'est de la lumière, c'est du matériel et du non-matériel en même temps. On le sait culturellement, c'est très fort, c'est très omniprésent aussi, c'est extrêmement connoté le blanc, c'est très lié à la pureté, au sacré, au divin même. Au fil des ans, c'est devenu à la fois obsessionnel, mais plus je travaille sur le blanc, plus je découvre qu'il y a encore d'autres possibilités. Quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, je partageais l'atelier avec d'autres étudiants. Et on nous a demandé de faire un travail dans les souks au Maroc, un travail de recherche. Et j'avais passé beaucoup de temps dans les souks à faire des photos et tout ça. Et de retour dans mon atelier, j'ai créé une tente blanche dans laquelle je me suis enfermée jusqu'à la fin de l'année en fait, parce que avec tout ce que j'avais emmagasiné, enregistré comme couleurs, c'est un festin de couleurs les souks au Maroc. Donc vraiment, j'ai créé une tente blanche à l'intérieur de l'atelier dans laquelle je travaillais pour retrouver mon esprit. Il y a plusieurs manières en fait de créer. Il y a l'idée de l'effacement parce qu'il y a des éléments qui ont une couleur et que je peins en blanc pour effacer tout ce qui existe et garder juste l'essentiel. Il y a cette idée d'effacement. Il y a d'autres fois l'idée de la création en fait d'une matière et d'une forme à partir d'un blanc. Ce qui arrive assez souvent dans les installations qui prennent forme dans l'espace. Il y a aussi le blanc, comme j'utilise aussi beaucoup de papier, comme matière en elle-même. Et à partir de quelques interventions, que ce soit déchiré, effacé, coupé, découpé, recollé, l'œuvre prend aussi toute sa forme. Plusieurs fois dans mes œuvres, il n'y a que vraiment l'acte de la répétition qui crée en fait, parce qu'un élément tout seul, il est complètement invisible et il n'a pas de sens. Mais le fait de le répéter 7000 fois, ça devient visible et il communique. Je pense que dans ma démarche, est-ce que je cherche vraiment à que ce soit beau? Pas vraiment. C'est pas un objectif direct pour moi, c'est pas une recherche. Même, je fais très attention à que ce soit pas très séduisant, parce que des fois, on peut tomber dans le piège qu'il y a des éléments qui sont très séduisants, et du coup, l'œuvre peut dès le début séduire. Moi, je reste en fait fidèle plus ou moins à mon langage qui est très poétique, qui est très minimal aussi. Les gens trouvent que c'est très étrange en fait d'utiliser par exemple une lame de rasoir dans une œuvre d'art. Ça n'a rien de beau en fait. Il y a d'un autre côté aussi une relation assez forte avec des éléments
liées au corps et à la peau, justement, parce que à travers ça, on communique avec le monde à travers vraiment le corps et la peau, justement, comme une frontière, en fait, entre le monde et le soi intérieur. Alors, la prison abandonnée de Tanger, l'année dernière, on avait fait des interventions sur place et j'avais réalisé une œuvre, dans l'espace, pour l'espace, réfléchi, conçu pour cet espace. Et des mois plus tard, je rencontre une personne qui m'a dit « J'ai vu votre œuvre, je voulais faire le tour des autres lieux, mais quand j'ai trouvé votre œuvre, j'y suis restée, j'ai pas fait le tour du reste, je voulais voir rien d'autre. » Ça me suffisait, donc je trouvais ça quand même extraordinaire. Mais ça donne du souffle et c'est important, c'est important. Moi aussi, ça m'arrive en tant que spectateur. Quand je vais dans certains lieux, je vois des musées, une œuvre, je sais pas, un chant, quelqu'un qui chante dans la rue, je sais pas, mais ça arrive, il y a des moments comme ça où ça aide, ça anime, ça donne un peu plus de confiance en soi. Je crois que peut-être c'est l'un des rôles de l'art, en fait, de l'expression artistique. Direction la Guinée pour rencontrer le poète et dramaturge Hakim Bah. Conakry qui bruisse devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, de ce côté-ci, de l'autre côté là-bas, et même au-delà, là-bas, j'entends le bavardage de la rue qui rit, la rue qui crie, la rue qui babille, la rue qui caquette, la rue qui siffle, la rue qui ronfle, la rue qui klaxonne, la rue qui entendez comme elle bruisse encore Conakry. Je suis Hakim Bah, je suis auteur de théâtre. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Je me rappelle, en fait, c'est quand j'étais au lycée. La Guinée était paralysée, donc le pays, et par des revendications des enseignants. Donc les syndicats étaient donc il y avait des grèves. C'était l'époque de Lansana Conté, et donc du coup ils avaient décrété, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient ils avaient décrété une sorte de couvre-feu. Ils nous ont demandé quand même d'aller faire les examens, et donc nous sommes allés dans les classes, donc il n'y avait pas de professeur. Et donc les lycéens, il y avait une sorte donc on a manifesté donc dans les rues. Donc, il y avait eu pas mal de lycéens qui ont été tués à ce moment-là. Moi, ça m'a provoqué une certaine peur parce qu'il y avait plein d'histoires, d'anecdotes qu'on entendait, c'est-à-dire des gens qui recevaient des balles dans leur maison. Ce qui fait que même quand tu es chez toi, tu n'es pas protégé. Donc quand tu es dans ton lit, il y a cette espèce de peur. Donc j'ai commencé à écrire, à relater un peu tous les événements. Il y a eu tel nombre d'arrestations ou de blessés à cet endroit, donc dans toute la Guinée. Donc j'ai relaté un peu à travers, dans un cahier, donc j'écrivais juste ce qui se passait. C'est devenu quelque chose de vital, et donc je n'ai plus lâché, quoi. En tout cas, quand je le faisais, c'est-à-dire au lycée, je ne pensais pas du tout faire ça plus tard. Pour moi, c'était juste, j'écrivais parce que ça m'apportait quelque chose dans le corps, pour moi, il y avait une certaine nécessité. C'est quelque chose qui m'apaisait, en fait. Donc face à toute cette violence, le fait juste de retracer ce qui était en train de passer, c'était comme figer le temps pendant la Première République où on pendait des gens au pont 8 novembre, et puis après on applaudissait, on dansait, on chantait. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire quand il y a une manifestation et qu'il y a un mort,
Derrière, il y a plein de gens qui disent, bon, allez, il a mérité ce qui lui arrive. Donc, on banalise comment. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, quand je vois là où on se dirige petit à petit, on ne sait pas dans 1 an, dans 2 ans. Donc, j'essaie juste de raconter des histoires humaines. À chaque fois que j'écris une histoire, pour moi, c'est comme si je n'avais jamais écrit, en fait. Donc il n'y a jamais d'acquis, il n'y a jamais de canevas. Tout dépend du projet parce que c'est tout un processus aussi. Je prends beaucoup de temps pour ramasser ce que j'appelle des matériaux avant même de commencer à écrire. Chaque projet a son propre trajet. Donc je prends beaucoup de temps à préparer, à amasser. C'est comme un maçon, quoi. Donc du coup, voilà, il a besoin d'avoir tout avant de commencer à empiler les briques. Voilà. Il y a des projets où je pars des faits divers à ce moment-là. Donc du coup, je pars du réel en quelque sorte pour créer ma propre fiction. Tu ne fais pas partie des 72 morts de la ferme de San Pedro et des 50 Chinois étouffés à Douvres dans le camion convoyé depuis les Pays-Bas. Souvent, peut-être si on peut parler de trajet, c'est ça. Donc je parle en tout cas soit d'un mythe ou du réel, d'un fait divers pour en faire autre chose, donc pour aller ailleurs. L'écriture, c'est un geste, la mise en scène est un autre geste. Donc du coup, quand j'écris, je ne sais pas du tout comment ça se met en scène. Je considère que quand on écrit d'abord pour un lecteur. C'est-à-dire on écrit pour quelqu'un qui potentiellement va nous lire. Et que quand le metteur en scène travaille sur ce texte, il écrit pour le spectateur. Parce qu'on écrit pour que le texte déjà puisse exister en dehors du spectacle. Moi, je considère que le théâtre, c'est une littérature et moi, j'écris de la littérature. Et puis, après, c'est au metteur en scène de s'en emparer. Et donc, je considère que l'auteur aussi doit accepter de mourir, d'être dans ta petite tombe le temps du plateau. Donc pour moi, je fais confiance aussi à la respiration, ce qui fait qu'il n'y a souvent pas de ponctuation quand j'écris parce que je fais confiance au souffle et puis à la respiration surtout de celui qui doit porter le texte. Fait qu'à chaque fois, ça peut être différent. Donc, mais je n'ai pas d'attente de... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ça se dit. Le fait de prendre du temps avec des comédiens, de former une équipe autour d'un projet, ça m'enrichit aussi en tant qu'auteur, parce qu'on se découvre à travers l'autre. Parce que moi, quand j'écris, j'essaie d'être plus près des personnages. C'est-à-dire que le fait de lire à haute voix, j'essaie d'entendre en fait les personnages. Et du coup, quand ça vient d'autres, ça dépend vraiment des projets. Souvent, je suis surpris de voir, c'est-à-dire le personnage prendre forme et corps dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est la bauxite. Nom de Dieu, je l'entends. Vous l'entendez comme je l'entends? C'est hurlement à fendre les tympans. J'entends le train, évidemment le train. Tous les jours, les mêmes va-et-vient, les mêmes allers-retours. Ça ne s'arrête pas. Les wagons à perte de vue qui font vibrer les rails. Chargés de bauxite, la terre rouge de nos mines. Le train, il passe. Jamais su. Personne n'a jamais su vraiment. Pas besoin de se voiler. La face, disons les choses comme elles se font. Où ça va? Cette terre rouge, aussi rouge, nom de Dieu. Toute cette terre rouge, le train qui passe. Oh là là, sacrément bondé, débordant tous les jours. Oh oui. Tous les jours de la semaine. Où ça va? Où? Dernier wagon. Le bruit qui s'éloigne. Heureusement qu'il s'éloigne. Et là, je suis directeur artistique d'un festival ici depuis 2017. C'est devenu un projet qui invite un peu, c'est l'Afrique qui accueille le monde. Donc du coup, je vais rencontrer des auteurs et des metteurs en scène de plusieurs pays. Moi, en soi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays, mais on n'a pas assez d'infrastructures, pas assez de
d'aide au niveau d'aide publique. Donc, du coup, tout est à inventer, mais je ne tombe pas tout dans le fatalisme. Je pense qu'ensemble, qu'à force de... C'est pour ça d'ailleurs je fais ce projet, je viens, on réunit des gens, on cherche les moyens. Je pense qu'en tant qu'artiste aussi, on doit porter des projets comme ça pour permettre au tissu, c'est-à-dire artistique, en Guinée, de se réveiller. Je pense qu'on est aussi dans un monde où on veut que tout... on va aller vite, c'est-à-dire à l'image un peu d'Internet, donc tout doit aller vite. Donc tant que ça s'étire, c'est chiant. Et donc du coup, je pense que le théâtre, c'est un moyen, c'est-à-dire de résister à ce monde-là, à ce monde qui court, on court, c'est-à-dire derrière l'urgence, il faut qu'il y ait des actions, il faut que ça... Donc là, on prend le moment, c'est-à-dire d'étirer le temps, voilà. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.